Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin sur Bismart et on file tout de suite de l'autre côté de la Manche car ce mardi est un jour bien particulier pour la Grande-Bretagne. Boris Johnson annonce un plan colossal de relance de l'économie aujourd'hui, un plan très attendu en forme de teasing depuis plusieurs jours, un plan dont l'image a été travaillée. Dans un élan d'humilité, Boris Johnson a déclaré vouloir s'inspirer du président Roosevelt et de son fameux New Deal des années 30 pour relancer l'économie. Une politique de relance qui s'appuie donc sur une très large intervention de l'État. C'est donc un plan d'un peu plus d'1 milliard d'euros qui devrait être annoncé avec un vaste projet de restructuration de l'économie britannique qui passe par des investissements tous azimuts dans les écoles, dans le haut débit, les routes ou les infrastructures. Boris Johnson n'a pas le choix. Boris Johnson est au pied du mur, très critiqué par sa gestion de l'épidémie qui a fait au minimum 43 000 morts outre-Manche et des conséquences économiques dramatiques, PIB en chute libre, vous le savez, ou taux de chômage qui pourrait atteindre le mois prochain des niveaux historiques. Merci beaucoup à Clarisse Coumeau qui a illustré avec subtilité mon propos ce matin. Des entrepreneurs et des patrons pour faire le plein d'énergie. Ce matin, on parlera de l'avenir de l'homéopathie avec les laboratoires Boiron. Une petite surprise, un coup de projecteur sur l'innovation sur le marché des bonbons et des chocolats avec Carambar et le chocolat des Français. Et puis, on fera un point sur l'impact de la crise sur le plus grand incubateur d'Europe. Mais tout de suite, les 4 chiffres du jour, c'est avec vous, Olivia. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Comment des pirates ont-ils extorqué 1,14 million de dollars à l'Université de Californie à San Francisco? Des hackers ont eu accès à des données importantes concernant des recherches médicales pour un vaccin contre la Covid-19, des recherches sur lesquelles travaillait cet institut. Ce dernier a été ainsi contraint de verser une rançon en échange d'un outil pour déverrouiller les données qu'ils avaient réussi à hacker. C'est ce qu'on appelle un ransomware, un mode de hacking de plus en plus fréquent et parfois pour des sommes encore plus importantes. Et on passe au deuxième chiffre qui est plutôt une bonne nouvelle pour les passionnés de Far West, c'est ça ? Tout à fait, Capucine, ils peuvent désormais posséder un morceau de l'histoire américaine. Une vieille ville construite sur le modèle des villes du Wyoming des années 1860 est à vendre en Nouvelle-Zélande, selon la maison Sotheby's, 7,5 milliards de dollars, soit 6,6 millions d'euros. C'est le prix à payer pour acquérir 10 bâtiments à thème d'époque, une entreprise de miel, un palais de justice, un cinéma, un bureau de shérif et un saloon. Il y a également 3 maisons qui peuvent accueillir jusqu'à 22 personnes. Le nom de ce terrain de 364 hectares, le Melon Follies Ranch. Jusqu'à présent, la ville a suscité l'intérêt d'acheteurs hongkongais et d'un certain nombre d'États des États-Unis. Troisième chiffre, il est question d'aéronautique. Avec Airbus qui prévoit une chute de 40% de sa production, c'est ce qu'a annoncé le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, hier. Il prévoit une baisse de l'activité en 2020 et 2021. Avant la crise, Airbus fabriquait 60 avions A320, l'un de ses modèles best-seller chaque mois. Il espérait augmenter cette production à 63 appareils dès 2021, mais selon Guillaume Faury, il faudra attendre 2025 ou plus tard pour que la demande d'avions revienne à la normale. Et on termine avec le dernier chiffre. British Petroleum a accepté de vendre ses activités mondiales de pétrochimie au milliardaire Jim Ratcliffe pour 5 milliards de dollars. L'entreprise se retire ainsi d'un secteur considéré comme un moteur clé de la croissance de la demande de pétrole dans les prochaines décennies. Cette décision surprise signifie que BP a atteint son objectif de 15 milliards de dollars de vente d'actifs un an plus tôt que prévu, alors même que le PDG Bernard Lunet prépare l'entreprise à passer à une énergie à faible émission carbone. Merci beaucoup Olivia et tout de suite Smart Leader. Bonjour Valérie Lorenz-Poinceau, vous êtes la directrice générale des laboratoires Boiron, géant de l'homéopathie. Alors je rappelle, Boiron c'est 3502 salariés dans le monde, dont 2396 rien qu'en France, un chiffre d'affaires de 557 millions d'euros en 2019, en baisse de presque 8% par rapport à l'année précédente. Votre laboratoire, je le rappelle, il est basé à Lyon, il est au cœur de l'actualité depuis juillet 2019, date à laquelle le ministère de la Santé émet des doutes sur l'efficacité
l'efficacité de l'homéopathie. Dans les faits, depuis le 1er janvier 2020, l'homéopathie, je vais y arriver, qui fut un temps remboursée, je le rappelle, à 65%, avant de tomber à 30%, ne l'est plus aujourd'hui qu'à 15%, et elle ne sera plus remboursée à partir de 2021. Vous avez annoncé évidemment déjà des suppressions de postes et des fermetures de sites. Comment est-ce que vous vivez les choses? Est-ce qu'il y aura d'autres suppressions à venir? Écoutez, j'espère bien que non. Et comment je vis les choses? Eh bien, écoutez, avec beaucoup de responsabilité, parce qu'il est clair que faire un plan de sauvegarde de l'emploi de cette envergure ne s'est jamais produit dans notre entreprise, qui a un héritage social extrêmement fort, sous la houlette de Christian Boiron pendant plus de 40 ans. Donc, je vais tout faire pour essayer de maintenir d'ailleurs des emplois. Je vais essayer de tout faire pour réduire la voilure de ce plan et essayer de sauver des emplois en demandant effectivement une prise en charge maintenue à 15% par l'assurance maladie, parce que ça permet aux patients d'avoir une prise en charge totale et automatique par les complémentaires de santé. Vous pensez que vous pouvez parvenir à ces fameux 15%? Bien sûr, sinon je ne demanderai pas. Tout à fait, vous savez, je suis une femme optimiste et positive. On a beaucoup d'arguments. Parce que l'homéopathie répond à des enjeux majeurs de santé publique. Il faut savoir qu'à l'heure où on parle de l'antibiorésistance, eh bien, grâce à l'homéopathie, vous pouvez réduire la consommation d'antibiotiques. À l'heure où on parle du syndrome du Covid et de la dépression post-Covid, eh bien, j'espère bien que les Français ne vont pas tous se ruer sur les benzodiazépines, mais vont pouvoir prendre des médicaments homéopathiques comme Gelsemium, Ignacia, qui vont les aider. Voilà, donc il y a des enjeux de santé publique et des enjeux économique aussi, parce que prendre en charge l'homéopathie permet de réduire les dépenses de santé publique. Alors, vous utilisez souvent le mot dénigrement dans votre communication. Qui est-ce qui dénigre l'homéopathie? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les clients? Parce que votre chiffre d'affaires, il était déjà en baisse en 2018, alors que le déremboursement n'était pas effectif. Alors, en fait, si vous voulez, le dénigrement a commencé en mars 2018 par une poignée seulement de personnes, certains médecins qui n'ont jamais vu un tube de granules dans leur vie, qui n'ont jamais soigné les patients avec l'homéopathie, donc des sceptiques, on va dire, qui ne se sont pas intéressés à ce médicament qui est certes particulier. Voilà, donc tout ça a eu un effet, j'allais dire, d'enchaînement avec l'ex-ministre de la Santé qui s'est emparé du sujet, comme on a pu le voir, et tout ça a créé, si vous voulez, une sorte de doute chez certains patients, chez certains médecins qui prescrivaient de l'homéopathie. Donc c'est ça que l'on a observé. C'est pour cela que je parle de ce dénigrement, alors même que nous sommes encore remboursés. Valérie Poinceau, vous faites face à deux crises, puisqu'il y a cette crise du déremboursement, plus la crise du Covid qui est venue s'empiler, s'ajouter. Comment est-ce qu'on gère une entreprise dans une période de turbulence comme celle-là? Vous savez, j'ai un slogan en interne, je dis souvent respirer, réfléchir, réagir uniquement dans cet ordre. Alors, c'est un conseil que je donne d'ailleurs à tous, mais je l'utilise pour moi aussi. Déjà, on prend le temps de respirer, de réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour effectivement faire de notre mieux et aider l'entreprise. Donc, vous avez raison, on a subi 2 crises, voire 3, puisqu'en interne, nous avons une crise avec les salariés, puisque aller dire à nos salariés qu'ils vont perdre leur poste, moi, j'avoue que c'est très difficile aussi en tant que chef d'entreprise d'aller dire à des salariés qui travaillent des fois depuis plus de 30 ans dans l'entreprise et qui, on l'a vu dans la période du Covid, ont continué à travailler. L'entreprise a fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup d'agilité, puisqu'en 48 heures, on a pu répondre présent pour faire de la solution hydroalcoolique. On a aussi mis en place en un week-end le télétravail pour que tout le monde puisse travailler. Donc on avait 600 personnes en télétravail. Tout le monde a pu aller à son poste pour produire, libérer les produits, distribuer. Voilà, donc on essaye. Dans l'entreprise, j'ai une équipe formidable qui essaie de faire de son mieux. Voilà, et donc j'essaie de garder le cap, garder le moral des troupes pour pouvoir... On le voit. Alors, dans ce concert des mauvaises nouvelles, il y en a quand même des bonnes. Et au premier chef, vous publiez un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9% au premier trimestre. C'est quand même ultra paradoxal dans le contexte que vous vivez. Un chiffre d'affaires dopé notamment par une croissance en Europe hors France et en Amérique du Nord. Est-ce que vous pourriez avoir les reins assez solides pour tenir sans la France ?
Alors, la France est notre premier marché. C'est 50% de notre chiffre d'affaires. Vous le disiez, on a 2300 personnes en France. On fabrique tout en France. Vous savez, quand vous exportez à l'international, c'est important d'être bien sur son marché national, son marché d'origine. N'oublions pas que l'homéopathie est née en Allemagne, puis est venue très vite en France. L'homéopathie, c'est la médecine traditionnelle française. Donc, c'est important d'être bien présent en France, d'être positif en France. Parce que la France, en tant que champion français, elle contribue au rayonnement international de l'homéopathie. Les Indiens, les Américains, ils veulent de l'homéopathie française. Donc, je ne m'explique pas pourquoi aujourd'hui notre gouvernement casse un fleuron français de l'industrie, alors que dans le même temps, on demande aux industries de santé de se relocaliser en France. Alors, je reviens sur ce chiffre d'affaires en hausse de 9%. Comment est-ce que vous expliquez que vos ventes aient progressé de 40% hors France pendant cette période très douloureuse? C'est très conjoncturel. Il y a eu une augmentation des consultations, une augmentation de la demande, de la prévention dans le cadre de ce virus. Parce que, certes, le médicament homéopathique ne va pas enrayer le virus. Par contre, il peut aider votre corps à être plus fort pour pouvoir accepter, j'allais dire, ce virus et qu'il se passe sans souci. Il peut aider dans le cadre des symptômes. Donc, on a eu cet effet, effectivement, les 3 premiers mois. Par contre, en France, encore une fois, avec cette campagne massive de dénigrement, on a eu une baisse qui reste importante de plus de 10%, de 12,7% exactement. Et je l'ai bien dit, malheureusement, dans notre communication financière, le 2e trimestre va être plus compliqué. On va publier là très bientôt au mois de juillet. Okay. Quels sont les pays dans lesquels l'homéopathie a le vent en poupe? On parle des Pays-Bas, par exemple, de l'Amérique du Sud, de l'Inde également. J'aimerais que vous nous parliez de ce marché. Les Indiens sont friands de l'homéopathie. Alors en Inde, vous savez, c'est un peuple qui est très ouvert. Il y a 3 types de prise en charge. Il y a la prise en charge classique, on va dire allopathique. Il y a la prise en charge avec l'Ayurveda et il y a la prise en charge avec l'homéopathie. Et d'ailleurs, le gouvernement accueille toutes ces pratiques traditionnelles, les encourage, fait de la recherche. Et il y a en Inde plus de 250 000 médecins homéopathes et donc bien évidemment des millions d'Indiens qui se soignent par homéopathie. Effectivement. La crise amène de nombreux patrons, des entrepreneurs à faire un peu pivoter leur modèle. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous n'êtes pas dans une crise de croissance? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller chercher des relais de croissance peut-être? Alors, il y a effectivement des relais de croissance sur le plan international. Vous l'avez dit, donc on est présent dans une 50aine de pays. Nous n'avons que 22 filiales. Donc voilà, donc je travaille au développement notamment de l'Asie, avec une filiale qu'on va créer en Asie. On va être présent à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam. Donc ça fait partie de nos relais de croissance. Également, on travaille aussi sur quelques nouveautés. Donc j'en ai annoncé quelques-unes et d'ici la fin de l'année, il y aura des nouveautés qui vont arriver au sein de notre laboratoire, toujours en homéopathie. On peut encore avoir beaucoup de nouveautés en homéopathie, mais aussi dans des nouveaux domaines de la santé qui restent dans ce positionnement qui est reconnu par Boiron de soigner sans nuire. Est-ce que vous pourriez faire autre chose que de l'homéopathie, justement? On fait déjà autre chose que de l'homéopathie, mais à la marge, aujourd'hui, on a des compléments alimentaires. On a lancé des compléments alimentaires à base de polyphénol, qui pour moi représentent un avenir dans le milieu de la nutrithérapie et des compléments alimentaires. Mais il y a d'autres choses, oui, qu'on va... Est-ce que ça pourrait être de véritables relais de croissance en France? Alors, je pense poursuivre l'homéopathie à l'étranger? À court terme, ça va être compliqué. Vous savez... 95% du chiffre d'affaires, c'est de l'homéopathie. Tout notre outil industriel, avec des usines et avec des machines qui sont spécifiques, fabriquées pour nous, pour fabriquer l'homéopathie, vous ne faites pas un 180 degrés aussi facilement. Il faut un peu de temps. Il y a un vrai débat aujourd'hui sur la relocalisation. On l'a vu il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé la relocalisation du paracétamol, notamment à horizon 3 ans. Quelle est votre vision des choses sur ce sujet ? Alors, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne initiative de vouloir relocaliser certains pans entiers de la santé qui se sont délocalisés. Alors ça, c'était dans les années 80. On pensait... Les industriels à l'époque pensaient qu'on pouvait tout fabriquer à l'extérieur de la France. Je pense que la santé, elle doit se penser d'un point de vue mondial. C'est évident.
au niveau de la recherche, au niveau de des découvertes. Par contre, elle doit s'organiser sur le plan local. Et on a bien vu dans la crise du Covid qu'il fallait pouvoir avoir rapidement des stocks. Et il est vraiment navrant, effectivement, qu'on ne puisse pas avoir les grands médicaments tout de suite fabriqués en France, alors que les principes actifs ont été découverts ou même fabriqués au départ en France. Voilà. Nous, il faut le savoir, ça fait 100 ans que l'on fabrique 100% en France et néanmoins on arrive à exporter. Donc preuve que c'est bien possible. Voilà. Est-ce qu'il faudrait davantage de coordination de nos politiques en matière de santé ? Je pense à l'échelle européenne par exemple. Alors effectivement, je pense qu'on parle beaucoup de l'Europe, encore en ce moment. Je pense que sur le plan de la santé, il faut aussi qu'on s'entende. Il y a des guidelines à donner. Moi d'ailleurs, j'ai publié une tribune où je propose qu'on ait une convention avec 150 chefs d'entreprise français et on pourrait faire à l'instar de la convention citoyenne sur le climat et sur l'environnement, donner des guidelines, donner des directions, donner des équivalences concrètes à notre gouvernement pour permettre justement une meilleure attractivité de la France. Et je pense que, j'ai 3 idées forces. Je pense qu'il faut déjà, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire aux entreprises françaises. Et là, malheureusement, j'en suis un bon exemple. Pourquoi on veut nuire à un fleuron français de l'homéopathie. Ensuite, je pense qu'il faut simplifier. Je vous donne un exemple. Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France, il faut 3 fois plus de temps qu'en Allemagne. Voilà, donc il faut simplifier les systèmes et enfin il faut stabiliser les systèmes, les organisations aussi, les lois, parce qu'une entreprise, elle a besoin de vision, elle a besoin de stabilité à moyen terme et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc il faut qu'on traduise tout ça en concret. Merci beaucoup Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale des laboratoires Boiron. Merci d'être venue nous voir. Et tout de suite, on passe à la chronique Smart Tomorrow avec Chiara De Andris. On parle du marché de la confiserie et du chocolat tout de suite dans Smart Tomorrow, mais c'est tout de suite l'heure des petits cracks. Bonjour Chiara De Andris. Bonjour Capucine. Votre chronique, tous les mardis matins, vous traquez la réussite de jeunes, voire de très jeunes entrepreneurs. Et cette fois, votre pépite, vous l'avez trouvée en France, tout près de chez nous ou de chez vous. Exactement, on reste en France et justement parce que le confinement est enfin terminé, que diriez-vous de pouvoir recharger votre téléphone en plein milieu d'un concert, dans un restaurant, dans le métro ou même au supermarché ? S'il y a encore un mois, ça pouvait paraître assez abstrait, pouvoir recharger son téléphone n'importe où, n'importe quand, c'est enfin possible et c'est le projet de 4 étudiants de 21 ans, fondateurs de BuzzPower, la première application en France de batterie de téléphone portable en libre service. Alors pour information, il n'y a pas que les jeunes de 15 à 25 ans qui utilisent beaucoup leur téléphone, puisque les Français passent en moyenne 1h42 par jour sur leur téléphone, ce qui fait environ 620 heures par an, soit à peu près 26 jours. Donc de quoi affaiblir un peu la batterie de votre téléphone. Et d'ailleurs, justement, ils font le pari d'installer plus de 1500 bornes, soit une borne tous les 500 mètres, dans les grandes villes françaises pour qu'on ne soit plus jamais à court de batterie. Alors ce système, vous le connaissez déjà un peu puisqu'il est calqué sur le système des trottinettes ou des scooters en libre service d'un point de vue logistique mais aussi financier puisque le prix de la location est bas, 1 € par heure pour un maximum de 4 € par jour. J'ai rencontré un des fondateurs de cette entreprise qui m'a présenté dans un restaurant dans lequel ces batteries étaient installées son système et va nous montrer en exclusivité sa première batterie portable. C'est tout de suite, maintenant. Salut, moi c'est Victor Adrien Labbé, je suis cofondateur de BuzzPower. BuzzPower c'est quoi ? C'est une solution qui permet d'avoir de la batterie sur son smartphone tout le temps et partout. Donc comment est-ce qu'on a eu cette idée-là ? On était 4 amis en voyage universitaire à Santiago et on s'est retrouvés à 2 heures de la ville sans aucun moyen pour rentrer chez nous, plus de batterie sur nos téléphones, rien. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer une solution pour pallier à ce problème-là. Donc on a créé une application et une machine qu'on met dans les bars, les restaurants, les lieux publics, les aéroports, les gares. L'application permet de scanner un QR code sur la machine, une batterie sort qu'on peut louer pour quelques heures ou quelques jours. Les objectifs prochains de Buzz, c'est une levée de fonds d'ici la fin de l'été et 10 capitales mondiales d'ici fin 2021. Alors voilà, il faut savoir que ce projet est aussi avantageux pour les clients que pour les partenaires puisque les établissements qui accepteront ces batteries gagneront 10% du chiffre d'affaires généré par leur établissement. Et donc voilà, c'est quand même un projet extrêmement novateur et justement, ils se démarquent vraiment des autres par leur persévérance et aussi parce qu'ils sont extrêmement autonomes. Il faut savoir qu'ils sont tous extrêmement déter.
Déter. Qu'est-ce que c'est déter? Alors déter, c'est une expression qu'on utilise nous, c'est la contraction tout simplement de déterminer. Et on utilise souvent cet adjectif pour parler de quelqu'un qui a la niaque, qui se démarque par sa force, par son travail. Et alors eux, ils sont particulièrement déter. Puisqu'ils ont fabriqué le premier modèle de leur batterie dans le laboratoire de leur école à Centrale, sans l'aide de personne. Et il faut savoir que ce système a déjà beaucoup de succès dans des pays tels que le Royaume-Uni ou encore la Chine, et qu'il voit pour la première fois le jour en France. Et voilà, il pourra quand même nous empêcher de nous retrouver dans cette situation très gênante de ne plus avoir de batterie au moment de commander un taxi à 4h du matin ou en plein milieu d'une story Instagram, par exemple. Il semble que ça vous soit déjà arrivé, Chiara. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette beaucoup. chronique. Vous restez avec nous, évidemment. Et on parle tout de suite de Carambar & Co, une jeune ETI française qui embarque les marques Poulain, Carambar, Créma, La Pie qui chante ou encore Vichy. Thierry Gaillard, vous êtes le président de cette jeune ETI. Pourquoi jeune? Parce qu'en fait, toutes ces marques, elles sont très, très anciennes, justement. Oui, alors c'est peut-être ce qui peut être surprenant, c'est que Carambar a 66 ans, Poulain a un peu plus de 170 ans. On parle de marques qui sont installées, qui sont très patrimoniales, finalement, qui ont toujours fait partie du paysage du chocolat et de la confiserie en France. Et puis ces marques étaient laissées à l'abandon et vraiment ont été sur le point, pour certaines, de disparaître du paysage de la consommation française. Et on a, avec quelques investisseurs, il y a moins de 3 ans maintenant, d'où le jeune, moins de 3 ans, repris ces marques. On les a rachetées, puis on essaye de les moderniser, de les redresser. Alors aujourd'hui, Carambar, c'est 1000 collaborateurs, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis à 50% sur le bonbon, 50% sur le chocolat. Et vous l'avez dit, un capital réparti entre des fonds, des business angels et surtout des salariés, c'est important de le mentionner. Une trentaine de salariés qui ont voulu vous avez aujourd'hui 6 usines dans toute la France et vous avez souhaité relocaliser la production en 2018 et 2019 pour un investissement de 35 millions d'euros. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire dans votre stratégie? Je ne sais pas si c'était nécessaire, c'était une vraie conviction personnelle et de l'ensemble du management, que se dire que des marques aussi mythiques que Poulain, qui a été créée par Victor-Auguste Poulain à Blois il y a 170 ans, que Carambar, qui est vraiment une marque du Nord et qui est franchouillarde, disons-le, qui n'a jamais d'ailleurs beaucoup décollé à l'international, qui est vraiment une marque française, on ne trouvait pas acceptable et pas bien que dans le projet, ces marques soient fabriquées aux 4 coins de l'Europe, voire parfois un petit peu au-delà. Donc on s'est dit vraiment des marques françaises avec un actionnariat français et une fabrication française. Ça nous a Mais est-ce que très ça cohérent. marche? Est-ce que vos bonbons sont rentables? Parce que vous avez des concurrents quand même, Haribo pour ne pas le nommer, qui eux fabriquent très très loin. C'est un vrai challenge au quotidien, très clairement. C'est un choix, il faut être déterminé. Je pense que vous n'avez pas échappé que fabriquer en France, ça coûte plus cher que fabriquer en Pologne ou en République tchèque ou dans des pays en tout cas. Comment est-ce que vous réussissez cet exercice d'équilibre? En travaillant chaque jour sur la compétitivité de nos usines, en les modernisant, en faisant en sorte de baisser les coûts, en faisant la chasse aux coûts. On a aussi une politique d'approvisionnement au-delà de la fabrication française. On a une politique d'approvisionnement en matières premières françaises. On a à peu près aujourd'hui 60% de nos matières qui sont qui permettent donc de limiter les circuits. Tout à fait. Alors, vous avez 3 sites de R&D, une usine, un de chocolat à Blois, 2 de bonbons à Saint-Genest et Bondu. Racontez-nous un petit peu les coulisses d'une entreprise comme la vôtre. Oui. L'innovation, elle devient incontournable justement pour se démarquer. Alors Comment est-ce qu'on innove tout en gardant des produits qui sont c'est une bonne question parce que ça fait partie intrinsèque de ce projet. Ces marques sont de très belles marques, mais les produits avaient vieilli très clairement. Donc une grosse partie de notre boulot, c'est de moderniser l'offre produit. Aujourd'hui, on a lancé du chocolat Poulain bio, on a lancé du chocolat avec moins 30% de sucre, on a lancé du créma vegan ou 100% naturel. On doit se mettre au goût du jour, c'est-à-dire qu'il faut arriver à allier gourmandise, plaisir, parce qu'on achète du chocolat et du bonbon, évidemment, pour se faire plaisir, et en même temps avoir des profils nutritionnels ou environnementaux qui soient les produits d'aujourd'hui. Le chocolat des Français, on va revenir sur l'histoire de l'entreprise, mais on parle du bio, du vegan. Est-ce que ce sont des sujets, l'innovation, le disruptif, est-ce que ce sont des sujets qui sont vraiment primordiaux pour vous? C'est complètement dans l'ADN de notre marque, puisque nous, on s'est lancé il y a 5 ans maintenant avec Paul et Vincent. On est devenu là 25, mais on est une jeune entreprise. 3 cofondateurs. Entreprise créée en 2014, 1 million de plaquettes vendues en 2019, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 5 millions d'euros en 2019. C'est ça, voilà, à peu près. Mais on s'est lancé dans un marché qui était hyper bataillé et super concurrentiel, qu'est le marché du chocolat. Et il fallait se différencier, il fallait amener quelque chose de nouveau. Et nous, on est venu en cassant les codes, en apportant du fun, de la couleur, et en même temps des produits hyper bons. Tous nos chocolats, nous, sont issus de l'agriculture biologique. Et en fait, c'est important en fait, d'allier le bon, le beau,
et le local. Chiara. Moi, j'avais une question concernant plutôt l'entreprise Poulain. Je sais qu'elle a été relancée grâce au digital en 2019, mais je me demandais pourquoi une entreprise, si vous pensez qu'une entreprise qui a autant d'ancienneté que Poulain est obligée de passer par le digital pour renaître, en fait, presque. Je crois qu'il faut vraiment, quand je parlais de s'adapter au monde moderne, je veux dire, aujourd'hui, les consommateurs font leurs courses beaucoup plus sur Internet qu'auparavant, regardent de moins en moins la télé en direct, mais le regardent en replay ou via des iPads ou des smartphones. Donc je crois qu'il faut simplement vivre avec son temps. Et je crois que c'est le challenge d'ailleurs passionnant de se dire comment rénover, comment relancer une marque qui a 270 ans d'existence, qui avait un peu vieilli, comment la remettre au goût du jour, la faire acheter par des consommateurs d'aujourd'hui qui ont la vie que vous citez effectivement. Alors Mathieu Escande, vous travaillez les plaquettes de chocolat avec des illustrateurs, des artistes. Est-ce que c'est suffisant pour disrupter un marché aussi encombré que celui du chocolat ? Il faut allier un super bon produit et un beau packaging. Et en même temps travailler avec des valeurs et un ADN fort. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On ne peut pas faire uniquement du marketing et un mauvais produit. Le consommateur, il va se faire avoir une fois, mais pas deux. Donc c'est vraiment lancer une entreprise avec de l'ambition, de l'audace, vouloir révolutionner un marché. C'est ça qui nous anime en fait aujourd'hui. Votre point fort, c'est d'être vendu dans des circuits de distribution assez originaux. Je pense au MoMA à New York, par exemple, Selfridges, évidemment, East Nation à Tokyo. 1500 points de vente originaux, triés sur le volet. Comment est-ce que vous allez les dénicher, ces lieux ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en grande distribution. C'est un choix. On a toutes les cartes de visite de tous les acheteurs de toute la grande distribution et on refuse systématiquement. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vision, c'est de devenir une marque de référence internationale dans l'univers du cadeau gourmet. Et pour ça, en fait, on veut être dans les meilleurs endroits, dans les plus beaux endroits, aussi bien au niveau de l'alimentaire que au niveau des objets. Ça veut dire que vous retrouvez le chocolat français aussi bien au Bon Marché, à la Grande Épicerie de Paris, à la Maison Plisson, dans le meilleur de l'épicerie fine. On a gagné énormément de prix au niveau du chocolat, ce qui montre bien la qualité du produit à l'intérieur. Et en même temps, on peut se retrouver à côté d'une chaise IMSS, au MoMA, dans des boutiques de musées, chez East Nation à Tokyo. Et le Made in France, le local, est une marque forte française. Ouais. C'est la meilleure carte de visite pour vous. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Thierry Gaillard ? Est-ce que ces circuits, ces points de vente ultra innovants, originaux, vous y pensez aussi pour des innovations ? Là, je vois que vous avez la sucette carambar. Cette sucette carambar, vous pourriez la vendre dans un endroit ultra hype, finalement. On pourrait, je crois que c'est pas le choix qu'on fait, c'est pas le choix qu'on va faire. Moi, je suis très admiratif de ce que vous faites, vraiment. Je regarde ça avec attention depuis quelques années. On n'est pas vraiment concurrents. Je pense que on est sur le marché du chocolat, on est sur le marché du bon chocolat, j'allais dire bon et bon, gourmand, mais aussi bien fait. Je crois que nous, on va être un produit de tous les jours, un produit pour les familles. Donc, on a besoin d'être accessible et en termes de prix et en termes de distribution. Et on n'ira pas vers ces modes de distribution sélective. Je ne sais pas si on en parlera, mais je trouve que la crise qu'on vient de vivre pendant 3 mois, a accéléré un certain nombre de tendances préexistantes. Le local en fait partie, bien sûr, mais en matière de distribution, on a vu une explosion de la vente de produits alimentaires sur Internet. Donc vous, par exemple, vous avez beaucoup écoulé vos stocks sur Internet pendant sur les click and drive, effectivement. Il y a un chiffre que j'ai lu que je trouve assez frappant. Avant la crise, 4,5 millions de foyers français faisaient leurs courses alimentaires sur Internet. 4,5 millions. Pendant la crise, 7,5 millions. On a 3 millions de plus, 25% des foyers français. Et les gens sont restés et ont continué à conserver ces habitudes vraisemblablement. Cette crise, comment est-ce que vous l'avez vécue ? Comment est-ce qu'on gère une crise comme ça là ? Parce qu'on ne peut pas faire travailler et fabriquer des carambars en télétravail, évidemment. Non, alors, ça a été dur, mais je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal sorti, finalement. Et le nerf de la guerre, ça a été vraiment le point déterminant, c'était d'arriver à continuer à produire. Nos 6 usines ont continué tout au long de la crise à produire du carambar et du poulain. On a pris évidemment dès le départ d'énormes mesures de protection. On a aménagé le temps de travail, on a supprimé les équipes de nuit, on a désinfecté les postes de travail quotidiennement. Donc on a réduit un petit peu notre activité, bien sûr. On a un petit peu souffert en avril et en mai, mais globalement, il y a eu une vraie mobilisation générale et on a continué à produire, donc à vendre. Donc on en est sorti pas si mal que ça finalement. Mathieu Escande, je le disais, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 5 millions en 2019. Vous visez 7 millions en 2021, ce qui est finalement
très peu par rapport à 2019. Alors cette crise, vous l'avez prise de plein fouet. Comment est-ce que ça s'est passé? Non, c'est pas de plein fouet. Lorsque vous faites de la croissance, c'est comme plutôt bien, non? Enfin, oui, mais elle va être très 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 légère entre 2019 et 2021. Tout ça, c'est relatif quand même. Non, déjà... Comme les gens n'allaient pas dans les circuits de distribution, vous avez forcément été touché. On a vendu énormément sur le web. On a fait 400% sur le web. Le site a explosé. On a presque 100 000 abonnés sur Instagram qui nous suivent. Non, là-dessus, il y a des très beaux relais. C'est sûr que, comme toutes les entreprises et comme toutes les jeunes entreprises, on a souffert, mais on a souffert pas plus que les autres. Chiara ? J'ai une question. Est-ce que des grandes entreprises comme la vôtre ont aidé des petits confiseurs, par exemple, qui n'arrivaient pas à surmonter la crise ? Alors, on les a, oui, c'est une très bonne question. Sur le marché de la confiserie, finalement, il y a le grand concurrent que vous citiez, il y a nous, Carambar & Co. Et puis, je dirais que le reste des confiseurs, c'est une cinquantaine, une soixantaine de tout petits confiseurs qui, la plupart du temps, sont très régionaux, qui vendent dans des boutiques, et eux sont en danger de mort. Et on a pris la parole avec mon concurrent, mon éminent concurrent, il y a quelques temps sur Internet, en incitant les consommateurs à aller acheter sur un site qu'on a créé au sein du syndicat de la confiserie, pour aider ces petits confiseurs, voilà, parce que je pense que voilà, on est concurrents jusqu'à un certain point, mais je crois qu'un peu de solidarité au sein de cette crise, c'était important. Ouais. Alors Haribo, puisque vous en parlez, 40% du marché aujourd'hui, comment lui grignoter, comment parvenir à lui grignoter des parts de marché? Quelle est votre stratégie, Thierry Gaillard? L'innovation, d'abord, vraiment l'innovation. On a la chance d'avoir... C'est quoi l'innovation chez vous? Alors, c'est la sucette Carambar, mais c'est une gamme de créma bio et vegan et 100% naturel, donc avec des arômes, donc des colorants. Bonbons vegan, ça y est, vous êtes dessus. Des bonbons vegan avec des arômes et des colorants végétaux, donc naturels. On a lancé une gamme de luti bio, on a lancé du chocolat sans huile de palme. Voilà, on a mis sur le marché depuis maintenant 1 an et on va continuer, on va accélérer le mouvement pour allier ces produits gourmands et en même temps d'arriver à faire les choses bien, plus de naturel, moins de sucre également. Où est-ce que vous sourcez vos produits ? Vous voulez dire les matières premières ? Exactement. Alors les matières premières, en France, le lait vient de France, le sucre vient de France, et puis petit à petit, on poursuit cette politique qui consiste à acheter le plus possible autour de chez nous. Le chocolat vegan, c'est un sujet pour vous ? C'est pas pour nous. Pour le moment, en tous les cas, on est sur le bio, nous, on est sur la gourmandise, sur le plaisir aussi bien des yeux et dans la bouche, mais... Vous vous diversifiez, vous allez plus loin que la plaquette de chocolat ? Oui, bien sûr, on a énormément. Donc quel type de produits ? On a tablettes, mini-tablettes, on a des coffrets avec des carrés de chocolat 5 grammes, on a des barres fourrées avec des pralinés, on a des bonbons de chocolat pour le calendrier de l'Avent, là qu'on va sortir pour Noël et bio, donc un calendrier de l'Avent bio. Vous pensez déjà au calendrier de l'Avent ? Il est là. Ah d'accord. Cette diversification, est-ce que trop de diversification ne tue pas un peu le produit finalement ? Nous, on a un ADN qui est fort, en fait. Des très bons produits avec un sourcing, un cahier des charges très précis et des packaging attrayants, tous réalisés par plein d'artistes. Et ces artistes, vous les trouvez comment ? Ils viennent nous voir. On a beaucoup de chance. C'est un peu comme les magasins. On commence à avoir un nom. On a travaillé aussi bien avec Charlotte Lebon, Jean-Julien, Jean-André, André Sareva, Serge Bloch, Maria Sena, enfin des centaines et des centaines. Et ça, c'est un véritable plaisir. Vous avez levé des fonds auprès de Xavier Niel il y a quelques années. Qu'est-ce que cette levée de fonds vous a apporté ? Est-ce qu'il y en aura d'autres derrière ? Alors c'est vrai qu'on a été la première boîte, la première entreprise non-tech dans laquelle Kimia Venture a investi. C'était en 2016, ça remonte. Peut-être qu'on réouvrira notre capital. À chaque fois, on ouvre notre capital pour structurer l'entreprise. Et si demain on devait l'ouvrir, ça serait probablement pour l'international. Et vous, une levée de fonds prochainement, peut-être pour poursuivre votre stratégie d'innovation, vous y pensez ? Je pense que, alors, on parle moins de levée de fonds, mais par contre l'international, on y pense fortement. On a commencé à exporter nos carambars d'abord dans les pays francophones, et puis maintenant, voilà, Poulain commence à être Parce que le carambar, on le trouve où en fait sur la planète ? On le trouvait essentiellement en France, on commence à le trouver en Belgique, on commence à le trouver en Suisse, on commence à le trouver aux États-Unis. Voilà, donc petit à petit, le développement international est une de nos voies. Mais il y a encore tout à défricher sur des marchés comme la Corée, le Japon, en Asie par exemple. Absolument, on pense très fortement à l'Asie également. On mange des bonbons partout dans le monde, donc, et du chocolat également. Exactement. C'est ça l'avantage. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. Mathieu Escande, cofondateur du Chocolat des Français. Thierry Gaillard, président de Carambar & Co, donc avec les marques Poulain, Carambar et Créma. Merci beaucoup, Chiara De Andris. Merci d'être venue nous voir. On se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve juste après la pause.
Et c'est la dernière séquence de Smart Up ce matin avec Roxane Varza, directrice générale de Station F, le plus grand incubateur d'Europe. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin, Roxane. Et on commence avec vous, Loïc Ivikel. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes Merci. le rédacteur en chef. Vous n'êtes pas du tout le rédacteur en chef. Vous êtes le cofondateur de So Good, qui est une nouvelle revue qui a été créée tout début juin. Tout à fait. C'est ça. Alors, un mot de So Good qui était donc, j'imagine, dans les tuyaux avant la crise et qui tombe plutôt à point nommé. Oui, carrément. En fait, donc c'est un partenariat entre le groupe Sopress, qui publie Rappelez-nous peut-être Society, Sopress. SoFoot, etc., qui a été créé par Franck Hanès. Et puis Ulule, que je dirige, je suis directeur général d'Ulule aussi, qui est une plateforme de financement participatif dans le domaine de l'impact. D'accord. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, on ne parlait pas beaucoup des gens qui innovent sur le sujet d'un monde meilleur, on va dire ça comme ça, et qu'on parle souvent plus du fait qu'il fera plus 7 degrés à la fin du siècle, ce qui est un cas et sur lequel il faut travailler, mais on oublie de parler qu'il y a des gens qui essayent de changer, de faire danser les lignes, on va dire ça comme ça, pour justement un monde meilleur et d'innover, et que finalement il existe des solutions, qu'il y a des gens qui entreprennent un peu partout en France et dans le monde, et on a décidé de leur donner la parole. Donc c'était effectivement un projet qui était dans les cartons et qu'on a lancé via différentes mécaniques, juste en plein milieu, enfin même au tout début du Covid, par une campagne de financement participatif. On a explosé tous les records, on va dire, sur ce sujet-là. Quel accueil est-ce que vous recevez justement dans cette période post-Covid ? On a eu déjà en amont, quand on a lancé en fait le magazine en campagne de financement participatif début mars, donc vraiment au tout début. Donc il y a eu une espèce de plateau où tout s'est arrêté. Et puis il faut savoir que le magazine qui s'est le mieux lancé sur une plateforme avait fait à peu près 6 000, 7 000 préabonnements. Nous, on en a fait 15 000, donc ce qui n'était pas du tout prévu. Et le magazine qui devait sortir début mai est finalement sorti début juin, le 4 juin en kiosque. Et l'accueil est plus que positif, puisqu'aujourd'hui, on est en rupture dans pas mal de points de vente en France. Donc l'accueil est plutôt, on va dire, très positif. C'est toujours difficile de faire un magazine des bonnes nouvelles. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ? C'est pas forcément les bonnes nouvelles pour les bonnes nouvelles. C'est plus subtil. Alors, je sais pas si c'est beaucoup plus subtil. L'ADN de Sopress, c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler ensemble, c'est les 3 H, humain, histoire, humour. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est comme entreprendre. On réussit pas tout le temps. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on a voulu faire ressortir, c'est qu'il faut essayer. C'est qu'il faut passer à l'action, que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et qu'il y a plein de gens qui réussissent pas, c'est pas grave, mais ils entreprennent. Et, ils peuvent échouer, mais ils se relèvent. Ils peuvent échouer, exactement. La dernière décennie était beaucoup sur la starification de l'entrepreneur. Je crois que demain, on va être beaucoup plus sur un monde collaboratif. Et si on réussira, c'est ensemble. C'est pas individuellement. Derrière les grands patrons, il y a toujours un collectif qui est derrière. Et je crois que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il existe plein de solutions, qu'on est nous-mêmes porteurs et entrepreneurs d'une certaine manière, et qu'on peut changer le monde et qu'on le réussira ensemble. Alors, vous vous êtes intéressé à un sujet sur le gaspillage alimentaire qui a particulièrement retenu notre attention. Une enquête minutieuse qui met en avant 3 startups, Yuka, Too Good To Go et Adopte Ma Tomate. Alors, nous, on est tellement réactifs dans cette émission qui n'a que 15 jours qu'on a déjà parlé de Too Good To Go et de Lucie Batch ici même. Mais j'aimerais que vous nous parliez des 2 autres startups et est-ce qu'elles peuvent réellement lutter contre le gaspillage alimentaire ? Alors, je ne suis pas sûr que les 3... Là, nous, on avait voulu faire un focus sur le phénomène de la food d'une manière assez large. Elles ne sont pas toutes axées forcément sur le gaspillage. Elles le sont toutes sur la manière de s'alimenter, sur la manière de consommer différemment justement par rapport à ça. Si on fait un focus sur celle qui est un peu le plus connue aujourd'hui, c'est Yuka. C'est effectivement le fait de scanner son code barre et de regarder effectivement qu'est-ce qu'on mange et finalement qu'est-ce qu'on consomme. On sait que c'est un vrai enjeu sur la décennie qui arrive et même les années qui vont suivre. Je ne suis pas certain que, souvent, quand on discute avec, notamment avec Judith chez Yuka, c'est pas parce que vous allez scanner que vous allez vous rendre compte que ça y a une petite pastille rouge et que c'est pas très bon pour vous, que vous allez forcément changer votre alimentation. Mais ça vous fait prendre conscience, fait prendre conscience au marché et qui va forcément essayer à un moment ou à un autre de changer effectivement les produits qui sont à l'intérieur, de manière à ce qu'on a plutôt envie de consommer quelque chose qui est positif pour nous que quelque chose qui ne l'est pas. 3 applications, 3 filles, ouais, 3 exactement. filles et 3 jeunes. Exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça révèle, ça ? Je pense que, alors ça révèle déjà une première chose, on vit ça aussi chez Ulule. Ulule, aujourd'hui, on a 55% de nos projets qui sont portés par des femmes. Donc c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et que je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'essayer. Je crois qu'elle s'autorise beaucoup plus à se tromper et je trouve que c'est extraordinaire et ça c'est une première opportunité. La deuxième, la tranche d'âge, parce qu'à un moment on est dans une période où on va vouloir consommer différemment. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui est aujourd'hui sur
sur un monde différent et de se dire qu'elles ont réellement conscience, elles et ils aussi, ont conscience qu'il faut qu'on agisse de manière différente par rapport à la planète si on veut avoir une société plus résiliente d'une manière générale. Bien sûr. Et puis, alors là où on a fait un petit clin d'œil, c'est qu'effectivement, ces 3 femmes, c'est le sujet de la food. Donc c'est là où on a fait, finalement, tous les grands chefs sont plutôt, on dit souvent que c'est plutôt des hommes. Bah finalement, non, en fait. Donc c'est Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Roxane Varza, directrice générale de Station F, 3 femmes qui innovent sur ce sujet du gaspillage alimentaire? C'est raccord avec ce que vous voyez tous les jours? Oui, c'est intéressant de le souligner parce que je n'avais pas forcément constaté une telle tendance, mais c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de solutions anti-gaspillage à Station F. Pas forcément que des applications d'ailleurs, on commence à avoir aussi des cosmétiques basés sur des déchets alimentaires ou ce genre de choses. Donc je pense que le sujet est une tendance. Et puis de façon générale, on voit de plus en plus de femmes aussi qui créent leurs entreprises. Donc je pense que les deux c'est un vont phénomène ensemble. Que vous voyez tous les jours à Station F. Est-ce que Oui. vous êtes à 50-50 On n'est pas encore à 50-50, mais on n'a que 3 ans d'existence et on a déjà vu beaucoup d'évolutions depuis le début de Station F sur le nombre de femmes qui créent des startups. Mais au-delà des femmes, si je peux me permettre, c'est aussi des couples. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, c'est plus simplement une seule personne qui incarne une entreprise. Il y a de plus en plus un binôme qui peut être un homme, une femme, ou qui peut être exactement. Donc je trouve que c'est une vraie évolution aussi qu'il y a par rapport à ça. Alors, vous annoncez ce matin, Roxane Varza, les 30 startups les plus avancées de Station F. Qu'est-ce que c'est, ce groupe? Et comment est-ce que vous avez fait votre sélection? Donc, le groupe s'appelle le Top 30 et c'est la 2e édition qu'on annonce. Et donc, c'est les 30 startups les plus avancées. Donc, on se base sur plusieurs critères. On va regarder, par exemple, la croissance, les levées de fonds, parfois des rachats. Et donc, on sélectionne à travers l'ensemble des programmes les 30, entre guillemets, plus avancées de Station F. Ça sert à quoi d'être dans ce top 30? Je pense que déjà, c'est une bonne visibilité pour ces 30 startups. On a par exemple des startups par le passé qui ont réussi à faire encore d'autres levées, qui ont avancé encore plus. Donc, par exemple, Colonize, startup dans le co-living qui était dans le classement l'année dernière, a levé presque 200 millions depuis. Donc, on a des startups qui font vraiment des super pas après le classement. Alors, dans ce classement que vous avez mis au point, est-ce que vous voyez des tendances émerger sur le monde de demain dont on parle beaucoup, ce fameux monde de demain? En effet, je pense que de façon générale, un sujet qu'on voit très souvent à Station F, c'est les solutions SaaS B2B. Donc ça, c'est une tendance française, j'ai envie de dire. C'est des logiciels pour les entreprises. Sinon, on commence à voir de plus en plus dans la medtech, beaucoup plus que les années précédentes. À cause du Covid? Je ne pense pas forcément, c'est encore trop tôt, mais peut-être ça va avoir un impact. Très concrètement, Roxane Varza, comment ça s'est passé la gestion de la crise au sein de Station F? Du jour au lendemain, les startups ne sont plus venues. Comment est-ce que vous les avez cajolées, vos startups? Oui, donc en fait, nous, on a pris la décision le 14 mars, après l'annonce du Premier ministre, de fermer Station F. C'était la première fois depuis le lancement de Station F en 2017. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que les gens, ils s'attendaient plus ou moins à ça. Donc Station F était fermée pendant tout le confinement. Depuis le 11 mai, on est ouvert. Et là, on commence à revenir sur les chiffres de fréquentation qu'on avait même avant le confinement. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les startups, cette crise? Est-ce que vous avez vu peut-être les plus petites, les plus grosses, les moins agiles, celles qui sont dirigées par des entrepreneurs qui sont plus âgés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un profil type de start-up qui a plus de mal que les autres? Je pense que ce qu'on a vu, c'était surtout des startups un peu plus late stage, donc pas forcément les startups qui vont être à Station F. Surtout les startups autour de la série B ont eu le plus de mal. Et souvent, c'est parce que c'est ces startups qui ont vraiment besoin de générer du chiffre d'affaires. Donc, en fait, impact du jour au lendemain avec un confinement. Mais à Station F, on a des startups vraiment très jeunes, très agiles. Et finalement, pas tant d'impact que ça sur les startups présentes chez nous. Est-ce que on dit que la crise dicte les changements. Est-ce que vous avez vu certaines startups faire pivoter carrément leur business model pendant ces 2 mois? Énormément de pivots. Donnez-nous des exemples. Donc, on a par exemple beaucoup de startups qui faisaient par exemple des solutions pour les files d'attente dans les boutiques, dans les restaurants. Avec le confinement, il n'y avait plus rien qui se passait dans les boutiques ni les restaurants. Et donc, ces startups ont pu proposer surtout des solutions pour le déconfinement. Aujourd'hui, ils sont plus orientés pour accompagner des différents types d'entreprises, de boutiques, de restaurants sur ces solutions-là. Sinon, on a eu carrément des startups qui sont passées sur des solutions 100% dématérialisées. Par exemple, une entreprise qui faisait des événements off-site, team building, qui a fait, par exemple, une offre 100% digitale.
On parlait du gaspillage alimentaire avec Loïc tout à l'heure. Est-ce que vous voyez émerger avec cette crise des startups qui vraiment focalisent sur cette quête de sens qui devient incontournable aujourd'hui ? Oui, je pense que ça a remis en question pas mal de choses pour l'ensemble des startups, pour l'ensemble de l'écosystème. Nous, on a vu au sein de notre communauté des startups qui commençaient vraiment à s'entraider beaucoup plus, à réfléchir différemment. Et on a même écrit une lettre ouverte à la communauté Station F pendant la crise pour dire que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des 1000 startups qui viennent à Station F vont aussi être sélectionnées sur les valeurs et pas juste sur la croissance. Est-ce qu'il y a des startups ? Oui. Ouais, non, je rebondissais parce qu'il y a des vraies startups qui sont en train de, enfin des startups et voire, je pense à Back Market, je pense à voilà, il y a aujourd'hui des groupes sur l'univers du recyclage. C'est l'économie circulaire. Oui. Exactement. Sur l'économie circulaire, il y a un vrai sujet qui est en train d'arriver. Je veux dire, c'est l'économie de demain. Donc là où 2008-2009 avait fait émerger effectivement un schéma de start-up spécifique, la crise va incontestablement créer une opportunité parce que le marché va devenir énorme. Il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet-là. Vous incubez des startups qui justement incarnent ce fameux monde de demain ? Ah bah complètement. Je pense que déjà, on a pas mal de startups qui sont autour de ces sujets-là. Par exemple, dans le classement des top 30, on a par exemple une startup qui s'appelle Connecting Food. C'est sur la traçabilité des aliments basée sur la blockchain, aussi fondée par une femme, on en parlait tout à l'heure. Donc on a déjà beaucoup d'exemples. Une autre startup dans le classement, c'est Neoplante, une startup qui développe des plantes modifiées qui sont capables de digérer plus de polluants qu'une plante normale. Donc il y a déjà des startups autour de ces thématiques-là. Je reviens sur votre top 30. Dans ce groupe, chaque start-up est sélectionnée et gérée, accompagnée par une école ou par une entreprise. Qu'est-ce que ça lui donne comme dimension supplémentaire, justement ? Il y a HEC qui est partenaire, L'Oréal. Quand on est mentoré par L'Oréal, qu'est-ce que ça apporte ? En fait, on appelle ça des programmes chez nous. Donc, en fait, pour venir à Station F, c'est pas un simple coworking. On peut pas juste réserver un bureau et se pointer et venir travailler. Il faut être sélectionné, comme dans une école. Donc, on est basé sur à peu près le même modèle. Rappelez-nous combien il y a de startups qui sont incubées. Donc, il y a 1000 startups et 30 programmes. Un tiers qui sont faits par les corporates, un tiers par des écoles comme HEC, et un tiers qui sont faits par des réseaux d'entrepreneurs. Par exemple, on a un programme qui s'appelle Entrepreneur First, qui vient de Londres, qui commence à être assez connu dans le monde. Et là, en fait, quand on vient à Station F, le programme va proposer aussi un accompagnement, des ressources supplémentaires. Et donc, on va se retrouver plutôt avec 2 niveaux de ressources. Le niveau pour toutes les startups à Station F et le niveau de ressources proposé par son programme. Souvent spécialisé aussi dans un domaine. On restera là-dessus. Merci beaucoup Roxane Varza d'être venue nous voir dans Smart-Up. Merci Loïc Ivikel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de cette très jolie revue qui a été lancée début juin et vous nous avez parlé de gaspillage alimentaire. J'espère que vous reviendrez nous voir. En tout cas, Smart-Up, c'est déjà terminé. Merci de votre fidélité. Je laisse la main tout de suite à Stéphane Soumier et je vous souhaite une très belle journée. Oh Capucine, ce matin ça va vous plaire. Voilà, enfin, j'espère que ça vous plaît tous les matins d'ailleurs, à vous et à l'ensemble de ceux qui regardent Bismart. Mais une jeune femme qui était alors dans une forme éblouissante parce qu'elle venait de signer, jeune entreprise qui existe depuis un tout petit peu plus d'1 an, et elle venait de signer là son plus gros client. On n'a pas le droit de dire ce que c'est, mais et alors plus gros client pour faire quoi ? Team Starter, vous allez voir. Team Starter, Ségolène Moutarde, elle est persuadée que en ce moment-là, c'est quelque chose de très très important. Elle va vous l'expliquer. Ça permet de fédérer les collaborateurs d'une entreprise autour d'un projet, mais qui est un projet parallèle autour du business plan de l'entreprise. Il y a parfois des choses assez incroyables qui sont créées grâce à Team Starter. Et c'est ce fameux lien qu'il faut recréer. Mais écoutez Ségolène. J'ai pas le droit de dire qui, mais là, elle est rentrée dans le studio. Elle fait « Je viens de signer mon plus gros client !» J'ai une pêche en verre. J'ai la pêche, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait Depuis combien de temps Team Starter existe, Ségolène ? Là, ça va faire 1 an qu'on a lancé immatriculé la société, mais sauf qu'on a quelques mois en plus, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on existe maintenant. On a des micros qui marchent bien, t'as pas besoin de crier. D'accord, je baisse le ton. Et donc, quand au bout d'1 an, on signe son plus gros contrat, qu'est-ce que ça va s'arroser ce soir ou non, on n'a pas le temps, il faut... Si, on a le temps, il faut prendre du temps. Vous allez vous mettre minable, il faut prendre du temps. C'est tout ton... Justement, c'est tout ton sujet, Team Starter. Donc, Team Starter, mesdames, messieurs, l'idée c'est, je parle sous ton contrôle, Ségolène, l'idée c'est de dire, vous pouvez, dans l'entreprise,
monter un projet. Alors, non pas en mode Google, hein, c'est pas j'ai mon projet personnel pour monter une autre boîte. Non, c'est un projet qui a un lien avec l'entreprise et encore plus avec le lieu de travail et avec les équipes RH. C'est ça que tu veux faire. C'est ça. En fait, on a envie de faire de l'humain la force de l'entreprise. On est persuadé que ce qui constitue l'entreprise, c'est les hommes et les femmes. Et donc, on a envie que chaque collaborateur soit acteur de son entreprise. Et donc, on a envie qu'une entreprise puisse utiliser ses collaborateurs, s'appuyer sur ses collaborateurs pour qu'ils puissent créer des projets en interne. Et donc un gars dans l'entreprise, il a une idée, il a besoin de fonds pour, j'en sais rien, monter des serres sur le toit par exemple, ça se faisait beaucoup à un moment. Et ben tous ceux dans l'entreprise qui ont envie de collaborer à son projet, lui filent un peu d'argent. C'est ça. En fait, l'entreprise dans un premier temps alloue un budget à chaque collaborateur, donc c'est le budget de l'entreprise confié aux collaborateurs. L'objectif, c'est de responsabiliser. C'est l'entreprise qui donne le pognon au départ. Parce que c'est des projets d'entreprise, c'est des projets internes à l'entreprise pour gagner du temps, de l'amélioration continue, du quick win, de la RSE, peu importe. Mais l'objectif, c'est de réengager les collaborateurs au projet d'entreprise grâce à un budget qui est confié. On fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de la base pour qu'ensemble, les projets se construisent avec les collaborateurs. T'as fait la moue quand j'ai dit monter une serre sur le toit, parce que c'est pas ce genre de truc que tu fais. C'est quoi le projet emblématique de Team Starter, le truc qui te plaît le plus depuis un an, qui sort de l'ordinaire, hein, c'est une question difficile. Non, mais j'ai une femme de chambre dans un hôtel qui a créé un projet. En fait, elle s'est rendue compte, ça fait des années, qu'il y avait des kilos et des kilos, vous savez, les savonnettes là, qui sont jetées à la poubelle, c'est un enfer. Ouais. Elle a décidé de créer un projet pour réutiliser ces savons-là, pour faire une lessive à destination de l'hôtel qui coûte moins cher et qui est plus rentable. Quelle histoire! C'est hallucinant ce qu'on est en train de faire. Franchement, on est en train de transformer en interne les collaborateurs. Ils peuvent prendre des initiatives. Mais c'est possible, ça, de récupérer des savonnettes pour faire de la lessive? Oui, alors moi, je suis pas très bonne en lessive. Il faut du bicarbonate. Voilà, il faut d'autres éléments. Mais notamment, ils ont réutilisé les savonnettes de l'hôtel. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, ça, comme vous dites, ça se scale. C'est-à-dire, la solution qui est trouvée dans un hôtel, si ça marche, mais ça peut marcher... C'est ça. On va faire des mini-POC. Si ça fonctionne, on déploie petit à petit. Vaut mieux pas penser. Proof of concept, les amis POC. Des tentatives, on dit en français. Voilà. Exactement. On va tenter, des essais. On va tenter des petits projets et ensuite, tous ces petits projets, ça va transformer l'entreprise, ça va faire un gros projet. J'ai dans une autre entreprise des collaborateurs qui se sont retrouvés sur un projet, peu importe le projet, mais après, ils ont créé un projet d'innovation immense, mais parce qu'ils se sont connus avant sur le projet. Ça a fédéré l'équipe. Exactement, ça fédère. Et c'était une période hyper compliquée pour beaucoup de monde, le confinement. Complexe, compliqué, on a pris du poids, on se sent pas bien, etc. Et là, on se dit, il faut réengager les collaborateurs. Pourquoi on a pris du poids? Parce que je me dis que moi, j'en ai pris du coup pour beaucoup. Oui, la pile électrique, c'est sûr que Ségolène, quand tu la mets à l'arrêt, ça doit être compliqué, ça doit trembler dans tous les sens. Mais... Justement, je te disais, en cette période, je vois pas trop. Justement, l'urgence, c'est pas de monter des projets dans tous les sens. Et tu m'as dit si, au contraire. C'est ça. C'est la période pour rallumer finalement l'adhésion des salariés. C'est ça. En fait, on s'est rendu déjà. Avant, il y avait un problème de sentiment d'appartenance, perte de sens, perte de motivation. Là, le télétravail, ça a complètement encore plus enfoncé le marteau. Donc, du coup, perte de sens, comment on redonne du sens? Ça, c'est le premier axe. Comment on remotive les collaborateurs? Et le second axe, qui est super important, c'est qu'il y a des entreprises qui sont en train de se transformer, se réinventer. Mais il faut s'appuyer sur les collaborateurs pour ça. Il faut absolument... Oui, mais ça, c'est réinventer leur business model. Mais il ne s'agit pas de réinventer le business model avec Team Starter. Il s'agit de réinventer des petites choses qui sont autour et à côté du business model. Exactement. Mais des petites choses font le projet d'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un projet pendant le confinement où l'objectif, c'était d'automatiser une tâche manuelle. Ok, un bot, c'est-à-dire un outil de développeur. Pour 60 développeurs, ça fait gagner 1 heure de temps de travail par semaine pour 60 personnes de l'entreprise. C'est ça qu'on va aller chercher, c'est la frugalité, des quick wins, de la simplicité.